beat us. They'll beat us. We might win Douala, Yaoundé, everything, and they'll just use those rural places to defeat and continue to hold on power. You are really helping me to put the last question that I would like to ask. And before I do that, I will kindly ask the people, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page de Monsieur Eric Djabon, parce qu'il va pouvoir comme ça par la suite venir en caméra. Actuellement, il a créé son compte seulement aujourd'hui pour venir participer à ce débat avec nous. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est le régional MRC Centre 1. Parce que le MRC au niveau du centre est divisé en plusieurs circonscriptions. Donc, c'est lui le régional du MRC Centre 1. C'est donc l'un des démembrements les plus importants qui couvre le Fungi. Et personne n'a besoin de vous expliquer ce que c'est que le Fungi et l'importance stratégique que le Fungi peut avoir pour la bataille que nous menons. Ce n'est donc pas un hasard s'il en est le régional. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à sa page de façon à ce qu'il puisse avoir suffisamment d'abonnés pour venir en caméra lorsqu'il aura besoin d'intervenir les prochaines fois. Yes, you were talking about the local election and the necessity for us to restart our reactors and to start building something that can help us to win all the local elections that are coming ahead. And my question is this one. You were talking about the North region of Cameroon. You are the regional for the Center region of Cameroon, Center 1 region of Cameroon of the CRM. But let's talk about the Northwest and Southwest region. Do you think that for the coming months, it will be possible to hold normal elections, normal local elections in those two important regions of us? View the current situation, security situation, the war in those regions, and what is the feeling of the people in that part of the country according to what is going on now with the amendment of the constitution? Yeah, I think regarding the Northwest and the Southwest, I'll take the first question part first, but the second, I think to be honest, it's going to be hard to organize elections in the Northwest specifically. Even neither in Bamenda or the rural places is going to be hard, and that plays to CPDM advantage. Why? Because just last week, I have a colleague who is from the US. He was doing a what they call it? He's on a sabbatical program, so he's teaching at the University of Yaoundé temporarily. But he's a teacher in the US just for a few months. He's originally in Cameroon, so he went to visit the Northwest, and he told me that just after Yaoundé, he had control checkpoints of the Amba Boys on his way to the village. And that is the story you hear all the time. So they are controlling a significant part of the territory. Maybe not like they really control you think, but they have strategic locations where they control, and the government is aware of that. And so they are really, really bent on distrusting the system and believing that nothing good can come from the Bias regime. And so they cannot, I don't see them taking part. And therefore, it opens up for CPDM to fabricate and create fake votes and win the election like they did in 2020. And win the election. So it's another point that we need to look at. And I think that, unfortunately, even the Southwest also we have, if you take away Boya, Limbe, maybe Kumba, and then you just go to the rural Southwest, especially after Kumba, you go towards the Dian subdivision, which is more rural, you have almost the same thing. So it's really hard for elections to be organized there. Now, what do they think? I've seen some people talk about some of the journalists misleading, saying that the vice president will be an Anglophone, which is, first of all, wrong. Second, it shouldn't be a debate because we cannot accept that somebody be nominated in contrary to the constitution to rule Cameroon. It doesn't happen like that. The president has to be voted. So, but let me point out to those who have been naive to think that Biya will go through the pain in this rush of changing the constitution and naming a vice president to name an Anglophone. It's naivety. If they don't really understand what's happening, this is an attempt to transfer power to the relatives and to maintain the same system power. And the Anglophone cannot guarantee that. So people should not be naive. They should have to educate those who are listening. It's never going to be an Anglophone.
it is never going to be. Because if he wanted an Anglophone to be the successor, he would have just said that the Prime Minister of Cameroon becomes the successor. That was actually the change we would have had. And we would have still opposed that. Let me put it this way. Can you maybe tell me, let us try to make an example. Do you think that, for example, if President Mr. Biya, because I don't think he is the president of Cameroon. For me, he has never been elected as president of Cameroon, so I will call him Mr. Biya. So do you think that Mr. Biya appointing, for example, Paul Atanganji as vice president, Mr. Atanganji will say no just because he's an Anglophone? I don't think so. What is your opinion? No, it's not that they will say no. I'm not saying that they will say no. It can be Paul Atanganji, it can be Philemon Yang, it can be John Gute. All the arguments that we have put yet today still holds. Whether he nominates an Anglophone or whoever, it doesn't change anything. But the thing is that I don't even see him doing it. It is impossible. It's impossible to think that he's even thinking of that. That is why I have a mixed feeling. I believe that the idea, those who are naive enough to think that it's an Anglophone, we should encourage them to keep saying that. Why? Because the more people expect an Anglophone, it makes it harder for Biya to nominate somebody else. So it can even prevent him completely from nominating a vice president. Because if I'm not the legalist here, but I believe the legalists can clear us, the law appears to say that he might name it. So he might name it if he chooses. If he gets the feeling that people are expecting for him to name A, there's a 90% of the population is expecting that it's an Anglophone. It becomes harder for him to name his son. So he will just leave it blank because he can also name an Anglophone. In my judgment, he cannot. And even if he does, it doesn't change anything. We are talking about constitutional democracy, which means that the people choose their leader. You don't name a leader. So we have retrograded in terms of constitutional democracy. We have gone many years backward. I can say more than 50 years, because I believe that even in the days of Aidjo, even though it was a one-party system, things were a little more transparent. Like elections were organized with two people in the ticket, the president and the vice president. We have gone below that. We have gone worse than that. Because the first characteristic of constitutional democracy is free, fair, and transparent election. And we don't have that in Cameroon. But other than that, we don't even have elections anymore. Because the common law also says that he can postpone the local elections as far as possible. That is, as often as he wants. So, in other words, as I agree with Le Bon who said it, or I don't know whether it's Le Bon or somebody, or Deo Roland said, we are not sure we are going to have election in 2027. So my prediction is that there will be no vice president, there will be no election for two reasons. There will be no vice president because he will be the pressure that naming a vice president whom he plans to name, that is a member of his family, the pressure that it can create will make him think a bit, will make him hesitate. He's somebody who hesitates a lot. Mr. Biya, I agree with you, he's not the president-elect. Mr. Biya is the president. Then second, he cannot name an Anglophone, and that's what some people want, or that's the message they're spreading. So because of those two circumstances, if my understanding of the law is right, he will eventually not name it. And then, because of that, he will also not, that's my prediction, he will not allow any election, because I think that he's scared of CRM coming back to the political scene. So the postponement is also to prevent CRM to join the institution, because they know that we know how to debate, we know how to clarify people's mind. And if we get into the system, we'll become a constant reminder to the people that things are going on, because others are almost not saying anything. And I'm not blaming them, because we need to unite people now. We need to unite all Cameroonians. But the fear of having CRM constantly in institutions, even if we just have 30% of elected representatives, will make enough noise and seek enough attention and clarify enough people to even prepare Cameroonian for a bigger defeat than what he had in 2025. I think they are not willing for that. So I'm thinking that this thing might end up in a deadlock, in a foul game, in a game where the president is scared to do his initial plan, which is to name his son as the vice president of Cameroon. He might be scared to do that. And then on the other hand, he's also scared to organize a local election because he doesn't want the CRM to come into the scene and awaken the people. Therefore, now it leaves us with one option. The option that when he's no longer alive, they can fake the appointment of a vice president after his death. And
somebody can say that 1 week before that they have nominated a vice president and then put his son there and then announce 2 weeks later that he's dead or whatever. These are things that to me now, I suspect the CPDM for anything. I don't trust them anymore. After rejecting Kamto's candidacy, after making this law, there's nothing they cannot do. There's nothing they cannot do to stay in power. Therefore, we have to be extremely vigilant. Even if they refuse to let us enter the institution through election, we can use situations like this to continue to educate Cameroonians, to open their mind. Because eventually, I think that if enough Cameroonians are awakened, we saw what happened in 2025. That was just the tip of the iceberg. I believe that if Kamto were on the ticket, the momentum, the victory would have even been more disastrous. It would have been a complete sweeping and taking over of the nation. Of course, the stop is candidacy, but we should continue to put that message out there, even if they don't want us to get in the institution, because they are afraid of elections. They will say it. I believe that they will postpone this election again and again, till they find a way of imposing an illegitimate president to finish the mandate. They will keep doing that. But let us not give up. The president said that we should, I don't know the exact word he used, but he told us that we should be awake. I'm talking about President Kamto, the president of the CRM. He said we should be awake, we should be strong, we should be vigilant, because we should not be discouraged. I think discussions like this should educate Cameroonians and prepare us for what is to come. We should not anywhere be discouraged. Thank you too. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for all the information that you have been able to share with us. I thank you, and you can stay if you would like to I would love come to back again later. And I will say, before I give the floor avant que je passe la parole à Coach Félix qui est revenu. Merci d'ailleurs d'être revenu, Coach Félix. Et comme je l'ai dit aux autres ici avant que tu ne reviennes, j'allais te présenter mes excuses personnelles à moi-même d'avoir dû te faire descendre, mais c'était pas personnellement contre toi, c'était simplement pour maintenir le débat sur le panel dans une atmosphère qui permette un échange serein. C'était vraiment pas pour te manquer de respect ou quoi que ce soit de ce type-là, ça ne me ressemble pas, je n'en ai pas besoin du tout. Et ce que je voulais faire, ce que j'étais demandé de faire justement, c'était de laisser que le professeur Chim Tweng puisse terminer pour que tu puisses toi aussi parler, mais sans retourner dans les polémiques. Donc je vais te passer la parole tout à l'heure. On va d'abord écouter, puisqu'il est aussi nécessaire de parler des solutions qu'a proposé le professeur Maurice Kamto. On va donc écouter Emma Rose qui nous a sûrement, je l'espère, préparé quelque chose en ce qui concerne donc l'un des axes d'action proposés par le professeur Maurice Kamto, à savoir les pétitions. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mode d'expression justement de l'opinion politique des Camerounais, ou en général de ce modèle d'utilisation de la manière de communiquer? Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur les pétitions qui puissent nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que le professeur Kamto propose cela comme moyen d'agir en attendant les prochaines élections pour renverser le régime? Emma Rose. Oui, alors j'avais préparé, le temps, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, donc je vais juste aller droit au but et ne pas, en tout cas j'ai déjà oublié presque la moitié de ce que j'avais préparé. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est que la pétition donc qui est proposée par le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas la solution totale, voilà. Parce que dès son discours, lorsqu'il a parlé de pétition, on a vu les réactions des gens qui disent oui, ça ne sert à rien, c'est faux. Bon, la question n'est pas de dire est-ce que la pétition va faire tomber le régime. Voilà. La bonne question, c'est de se dire est-ce que la pétition peut participer justement à apporter quelque chose dans la lutte de changement qu'on est en train de mener actuellement. Est-ce qu'une pétition peut apporter quelque chose? Et justement, la réponse est clairement oui.
l'histoire des luttes politiques le montre, même dans des contextes répressifs, verrouillés comme c'est le cas au Cameroun. La première utilité de la pétition, c'est que ça va transformer le mécontentement diffus, voilà, en quelque chose de mesurable. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, les Camerounais ne sont pas contents. Les Camerounais ne sont pas contents, ça ne veut rien dire. Le régime peut justement nier des rumeurs en disant que non, c'est parce que ils l'ont fait, hein, on va te dire non, c'est une certaine tribu qui crée les problèmes, mais en vrai, les Camerounais ne se plaignent pas, non, n'écoutez pas, non, voilà. Donc le régime peut nier les rumeurs, mais il ne peut pas nier, en tout cas, il peut beaucoup plus difficilement nier des dizaines, des centaines de milliers de signatures, de noms, de professions, de localités, de relais sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première utilité de la pétition. C'est transformer un peu le mécontentement où chacun parle de son côté en quelque chose d'homogène et de mesurable, où on peut se dire, il y a 30 millions de Camerounais, il y a 900 000 qui ont émis un avis par rapport à une situation. C'est mesurable, plutôt que de dire, comme au bar, que les Camerounais ne veulent pas X ou Y. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui pour moi est même, j'aurais même dit que c'est même le plus important, c'est que la pétition va abaisser le coût d'entrée dans la lutte. On se connaît entre Camerounais. Tout le monde ne va pas aller manifester, tout le monde ne va pas aller parler à la presse parce que certains veulent voir leurs enfants grandir ou vieillir ou bien, je ne sais pas, bref, ils veulent voir leurs enfants grandir. Donc, quand justement on se rend compte que dans un pays, le coût d'entrée dans la lutte est élevé, il faut abaisser ce coût-là. Il faut donc trouver un premier palier de mobilisation qui ne va pas effrayer les gens. Et donc, faire signer et relayer, c'est déjà aussi le premier palier, c'est la première mise en bouche, on peut dire ça comme ça. C'est la première mise en bouche pour quelqu'un qui veut, par exemple, je peux dire, moi, je veux m'engager pour la lutte du Cameroun, mais je suis une peureuse. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà signer, c'est déjà quelque chose. Et ça fabrique la preuve. Parce que donc, comme je disais, hein, transformer un peu le mécontentement en quelque chose de mesurable, il faut des preuves. Il faut la preuve qu'il y a une contestation qui est organisée, qui est pacifique, qui est argumentée et qui est transpartisane. Parce que quand on ouvre la pétition justement à tous les Camerounais, c'est différent de se dire que le MRC a déposé les signatures. Non. Une pétition qui serait ouverte à tout le monde, c'est pour dire que les gens de telle région, les gens de tel parti, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les gros, les minces, les noirs, les bruns, là. Bref, il y a plusieurs personnes qui, justement, portent la même opinion. Et c'est quelque chose, si pour vous c'est peut-être léger, mais pour l'opinion, pour les institutions, pour les partenaires extérieurs, pour en tout cas des acteurs importants, ça reste quelque chose d'important. Et la dernière chose, c'est que ça prépare les étapes suivantes. Ça prépare les étapes suivantes. Parce que au Cameroun, on ne va pas attendre que les institutions qui sont déjà illégitimes se corrigent elles-mêmes. Il faut donc pouvoir créer un rapport de force sur tous les fronts. Politique, social, moral, international, j'ai même envie de dire musical. Vous avez des gens qui ont chanté « Allons voter Paul Biya ». Pourquoi personne ne nous a sorti une chanson, je sais pas, « Changeons le Cameroun et on danse » artistique. Quand vous voyez le cercle des Lumières, c'est des gens qui ont pensé la lutte, qui ont théâtralisé la lutte, qui ont fait des romans, qui ont fait des trucs de théâtre, qui ont, voilà. Donc, il y a plusieurs fronts sur lesquels la lutte peut être menée. L'erreur, c'est de croire que c'est la pétition qui sera, je ne sais pas, l'objet magique. Non, on n'est pas en train de dire que c'est la pétition qui va faire que le président va démissionner ou quoi que ce soit. On est en train de dire que c'est un outil. Et moi, j'ai donc deux cas où justement ça a permis en tout cas que les choses bougent un peu. Je ne dis pas que dans ces cas-là, c'est la pétition qui a fait que, voilà. Mais c'est pour dire que ça a été utilisé dans ce sens-là.
Donc tu as quand le PN nous dit le Sénégal nous parle. En 2011, tu as une pétition qui n'a pas fait reculer Abdoulaye Wade, mais qui a participé. Il cherchait à rester au pouvoir. Il y avait une forte contestation autour d'un troisième mandat. Voilà, il y avait les critiques qui montaient. Et tu avais la campagne touche pas à ma constitution. Il y en a marre. Voilà, il y en a marre. Voilà, un truc comme ça. Tu avais Voilà, c'est ça. Tu avais une campagne et qu'est-ce que ça a permis de faire? C'est-à-dire qu'au-delà de la dynamique et des pétitions, c'était un travail de formalisation de l'opposition avec des déclarations, avec des appels, des interpellations, des mémoranda, du coup. Bref, des mémorandas qui montraient que le refus du passage en force, ce n'était pas que l'affaire de quelques partis politiques, c'était un bloc civique qui disait que non, trop c'est trop. Tu as voilà, donc tu as cet outil un peu de pétition qui avait justement circulé et qui a porté la contestation dans les espaces un peu institutionnels. Et après, il a retiré son projet de truc. Maintenant, est-ce que c'est le seul outil qui a fait qu'il rebrousse chemin? Non, c'est pas ce qu'on dit. Tu vois, pareil pour le Burkina Faso en 2014 ou 2010. Ou entre les deux, voilà, je laisse les sachants me corriger, où justement sous Blaise Compaoré, voilà, il était question je pense qu'il y avait une sorte de rumeur où justement ils allaient faire un référendum pour modifier la constitution et permettre qu'il brigue un nouveau mandat. Et justement, c'est un peu comme nous. Le projet, c'était un verrouillage constitutionnel au profit, bien évidemment, du chef. Sauf que il y a des acteurs civils, des acteurs de la société civile qui avaient choisi un registre légal. Ils ont fait une pétition contre la révision de l'article, du coup, qui devait être modifié. Et on est monté à, des dizaines de milliers de signatures qui, justement, après, je pense que au Burkina, c'est un peu délicat parce qu'en fait, il y a un seuil nécessaire, justement, au niveau des pétitions pour introduire un truc devant l'Assemblée nationale. Mais bref, toujours est-il que les initiateurs ont pu avoir le seuil nécessaire de signature pour introduire devant l'Assemblée nationale. Et l'effet c'est quoi? Parce que ce n'est pas ça qui a nourri voilà tout ce qui a suivi. C'est juste que ça a nationalisé le sujet. C'était devenu justement un enjeu populaire, un enjeu visible, documenté. C'est un peu comme l'affaire du mandat impératif. À un moment, tu demandais à la colboxeuse du quartier, elle pouvait te parler du mandat impératif parce qu'il y a eu ce travail de vulgarisation aussi qui avait été fait. Tout le monde parlait du mandat impératif alors qu'il y a 2 mois, personne n'en savait rien. C'est ça aussi qui nationalise les sujets, qui crée aussi la tension. Ça a préparé une coalition. Et je termine juste, tu vas me permettre, Fotine, parce que tu es très galant, je te connais galant et je te donne pas le choix de toute façon parce que après je m'en vais, je vais vous laisser. C'est juste. Moi, cher, merci à toutes, Jeanne et consorts, c'est comme ça. Oui, mais Jeanne a déjà fait parce que vous avez tardé. Donc. Bien, vas-y, donc je te laisse. Oui, je vais conclure en disant que à chaque fois qu'il y a une initiative qui apparaît, une pétition, une mobilisation ou patati patata, il y a toujours ce réflexe au Cameroun de se dire ça ne sert à rien. Comme si tout devait fonctionner du premier coup ou comme si une action devait immédiatement renverser le système pour être valable. Et je pense que finalement, c'est peut-être la plus grande victoire de ce système. C'est d'avoir semé 2 maladies chez les Camerounais. Le fatalisme qui consiste à dire rien ne peut changer et l'absolutisme dans le sens où on dit il faudra un acte spectaculaire, fatal comme quand on joue aux jeux vidéo, la fatale qui va tout changer. Et je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi à nous faire croire que pour les battre, il faut une action unique, presque magique. Alors que quand tu regardes eux-mêmes comment ils fonctionnent,
c'est un régime qui avance lentement, qui verrouille progressivement. Quand on voit la chronologie des modifications constitutionnelles, ils sont progressifs, ils décident étape par étape, ils s'installent dans la durée, ils manipulent, voilà. Comment vous voulez battre un système qui a été patient et méthodique avec une impatience totale et une folie je sais pas, oh, on veut le changement, enfin, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est pas forcément qu'il y a pas d'action, c'est qu'on refuse d'accumuler les actions. On refuse d'additionner les actions pour faire tomber le régime. L'autre fait X. Au lieu de faire Y de ton côté, tu passes ton temps à commenter l'action de X. On refuse d'insister. Dès qu'on fait quelque chose 2-3 fois et que le régime n'est pas tombé, on passe à autre chose. Donc, je nous invite juste à être... Alors, attendez, je vais juste mettre ma caméra, c'est un peu plus honnête de ma part. Donc, je nous invite juste à être beaucoup plus réaliste dans ce qu'on veut pour le changement. Et je vais juste rappeler une des phrases de Feu Anissé Ekane qui disait « Tout dépend de moi ». Dès lors qu'on se positionne comme acteur aussi du changement qu'on veut voir, on commence à impulser finalement nous-mêmes le changement qu'on veut voir au Cameroun. On ne peut pas être 100 dans un live. Vous êtes 95 à vous dire... je pense que les sardinas sont déjà... Oups. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas être 100 personnes dans un live. 95 personnes vous disent c'est la rue qu'il faut au Cameroun, c'est la rue et rien d'autre. Et les 95 personnes qui sont convaincus que c'est la rue qui va mener le changement, attendent qu'une seule personne, un soi-disant professeur Maurice Kamto, le leur redise. Soit vous êtes convaincus, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous voyez une autre personne implémenter des actions dans le sens du changement, laissez cette personne faire sa part. Je dis sa part, S-A-P-A-R-T, hein, pas à part comme Jamen et je m'arrête là. Merci beaucoup. Voilà, Ngassi, là, tu es pas Merci infiniment. Et j'ai noté effectivement en bas que tu as sorti les termes que nous seuls, notre génération, on connaît les termes comme basé parce qu'elle a sorti la fatale. Mais voilà, on va faire juste la parenthèse dessus. Et je vais juste préciser, dans le cas, et on aime toujours aller chercher des exemples ailleurs, tu as bien fait de mentionner des exemples au Sénégal, mais aussi au Burkina Faso, où c'était le mouvement Balai Citoyen, avec notamment des rappeurs et des artistes comme Smarty, qui menait la lutte face au régime dictatorial de Blaise Compaoré, avec effectivement beaucoup d'initiatives de mobilisation en ligne, dont des pétitions, qui ont permis de mobiliser le peuple. Et par l'élan, l'action, le peuple s'est finalement mis debout, et sans qu'il n'y ait de coups de fusil, Blaise Compaoré a dû quitter le pays. Ça, c'est important à noter, mais on va souvent chercher des exemples loin. Pourtant, en réalité, le Cameroun est un terrain qui nous donne, d'un point de vue de l'analyse de la lutte des révolutions, beaucoup d'exemples pour comprendre les mécanismes et les méthodes qui ont été utilisées progressivement par nos aînés, par nos devanciers, par nos pères fondateurs, les totems, les géants, les immenses hommes, les mythes comme Ruben Oumniobé et tous ses camarades. Il faut rappeler que l'ONU a sorti un document exactement le 22 décembre 1955 qui répertoriait plus de 1500 pétitions signées par des Camerounais de la zone anglophone comme de la zone francophone. Je dis bien plus de 1500. D'ailleurs, il y a des études de certains chercheurs américains qui montrent que le Cameroun fait partie, sinon est le pays qui a le plus envoyé de pétitions durant la période de la lutte pour l'indépendance au niveau des Nations Unies, ce qui a donc poussé les Nations Unies à contraindre la France à accélérer le processus de libération ou d'indépendance, même s'ils ont pu, par un mécanisme donc d'installation des hommes fantoches, se maintenir aux affaires. Mais les pétitions ont servi grandement. Pourquoi? Parce que ce rapport, justement, de 1955, montre très bien que la mobilisation des Camerounais dans toutes les deux zones, dans la zone anglophone comme dans la zone francophone, avec les pétitions, était le témoin d'une prise de conscience et des actes. C'est-à-dire que les gens ne se limitaient pas simplement à prendre conscience, mais à agir, à prendre un papier et à écrire à un moment où l'éducation n'était peut-être pas la chose la mieux partagée. Vous avez des courriers, vous avez des pétitions envoyées par des gens comme les Jean Bouende et consorts qui n'ont pas été très scolarisés, mais qui pourtant comprenaient la nécessité de commencer par agir, ne serait-ce que chacun
en écrivant un document pour dire je suis contre ce qui est en train de se passer dans mon pays, notamment le régime de l'indigénat et tous les travaux forcés, les taxes coloniales et autres sévices qui étaient imposés donc aux Camerounais. Ça a débouché à partir de 1955. Cette prise de conscience et cette spirale de signature des pétitions-là a débouché sur l'interdiction de l'UPC à cause justement des initiatives qui étaient prises et portées principalement par ces pétitions-là, avec les interventions de Ruben Oumyobé à partir de 52 aux Nations Unies, à l'interdiction de l'UPC. Et c'est l'interdiction de l'UPC à partir de 55 qui pousse donc l'UPC à prendre l'option de la lutte encore plus radicale, c'est-à-dire à demander à ce que les Camerounais en grand nombre acceptent de faire un pas supplémentaire après la pétition, après donc l'engagement par un écrit, à aller maintenant sur le terrain, soi-même pour s'engager et se battre pour mettre dehors le régime de la colonisation qui était en place chez nous. Donc, on a même au Cameroun l'exemple patent qui confirme très bien le brillant exposé d'Emma Rose ici, à savoir que lorsque des gens s'engagent déjà à signer une pétition, c'est le pas qui montre qu'ils sont prêts à aller à un élément supplémentaire. Ils commencent donc par le palier qui est le moins compliqué, mais qui leur donne aussi le courage de se dire « j'agis », mais si ça n'aboutit pas, les actes que je pose au niveau des pétitions, au niveau des écrits, à ce moment-là, je me lève et je vais véritablement me battre moi personnellement pour mettre définitivement hors d'état de nuire un régime qui ne me plaît pas, qui ne me satisfait pas et qui me prive de mes droits. Le Cameroun a donc montré parfaitement que les pétitions ont eu une certaine efficacité, non seulement au niveau des institutions internationales pour mettre la pression sur les régimes en place. Imaginez qu'il ne s'agit pas du régime de Biya. Il s'agit entre eux, des Occidentaux, des cousins, où finalement, à cause des nuisances de la répétition des pétitions qui étaient envoyées aux Nations Unies, ils ont dû dire à leurs propres cousins, mais à un moment donné, il faut arrêter parce que sinon, on n'en peut plus de ces gens qui nous envoient tous les jours des réclamations, des lettres ici pour nous dire que la situation chez eux n'est pas celle qui est prévue justement par le cadre institutionnel, à savoir celui de la tutelle sur le Cameroun. Et les Camerounais, justement, signaient des pétitions pour dire, au lieu de la tutelle, on a un régime de colonisation, pire même que la colonisation dans notre pays. Donc, c'est une action qui n'est certainement pas la solution à la lutte que nous menons actuellement, mais qui est un élément qui permet déjà d'engager une grande masse de Camerounais dans le sens de la lutte et de leur donner la possibilité de s'engager encore plus en avant dans le sens de se tenir debout lorsque le moment sera venu, parce que déjà, ils ont commencé à agir pour dire on n'en peut plus, on n'en veut plus de ce régime-là. Ce n'est donc pas un élément que nous pouvons passer comme ça et balayer du revers de la main. Les pétitions ont montré une certaine efficacité au niveau du Cameroun notamment, et on peut espérer que par la mobilisation, justement par les pétitions, on passe définitivement à une période où les Camerounais, sans distinction de bord politique, sans distinction, ça ne coûte rien à personne, d'appartenance, de religion ou autre, puissent se dire j'agis déjà, j'exprime mon opinion. Et le fait d'exprimer son opinion, d'avoir des pétitions signées par des millions de Camerounais, ce que personne ne va vous reprocher, déjà que la signature peut être anonyme, ça donne la possibilité de mesurer, comme a dit Emma Rose, déjà le ressenti des Camerounais par rapport à cette modification de la Constitution. Et le fait que les Camerounais se rendent compte qu'ils sont 1 million, 2 millions, 3 millions à avoir signé une pétition, peut pousser justement ces Camerounais à se dire, mais si nous sommes autant nombreux, pourquoi ne pas donc finalement mettre dehors et définitivement hors d'état de nuire ce régime-là. La pétition est donc un moyen qui peut être très utile dans les luttes politiques que nous menons. Ne négligeons pas cet aspect de la lutte, qui n'est pas le seul d'ailleurs, parce que le professeur Kamto nous a justement proposé un autre axe de la lutte, à savoir donc la participation à toutes les prochaines échéances pour finalement défaire complètement ce régime qui est totalement nu. La répression brutale digne des régimes fascistes qu'ils opposent aux Camerounais, mais aussi la peur des élections, montre bien donc désormais que nous sommes presque arrivés au bout de ce régime-là et qu'ils n'ont plus de possibilité de s'abriter derrière les caches-misères de la pseudo-démocratie. Aujourd'hui, ils sont totalement dépouillés et ils sont obligés d'accepter des scores pratiquement ridicules, sachant très bien que une autre alternative, tenter de reproduire les scores staliniens qu'ils ont souvent l'habitude de nous servir, aurait déclenché un tollé et une réaction encore beaucoup plus importante du peuple camerounais. Mais n'oublions pas le dernier facteur déterminant. On sait tous très bien que
Si ça avait été le professeur Kamto qui avait été aux élections, on sait pertinemment que non seulement il y aurait eu plus de Camerounais qui auraient voté, mais également plus de Camerounais qui seraient sortis, parce que étant porté par le souffle d'un homme et la machine d'un homme qui n'a lésiné sur aucun effort depuis 15 ans sur la scène politique et plus sur la scène politique camerounaise pour nous dire voilà le chemin qui est tracé, voici là où je vous emmène. Et une fois que la victoire sera acquise, élément déterminant, ce que je rappelle toujours, n'allez jamais lutter pour quelqu'un qui ne vous dit pas exactement là où vous amène après la lutte. Vous risquez de finir la lutte et de regretter d'avoir lutté parce que vous serez exténué et il lui restera plus qu'à vous donner le dernier coup pour vous achever. C'est ce que beaucoup font. Il faut donc toujours aller lutter pour quelqu'un avec qui vous savez exactement ce que vous faites après la lutte. Je dis bien exactement. En Afrique, c'est ce qui s'est passé avec tous les dictateurs qui sont venus, qui se sont passés pour des panafricanistes, pour des démocrates, mais qui ont changé les constitutions ou tenté de se maintenir aux affaires. Pourquoi? Parce que dans le fond, ils n'étaient pas occupés à travailler, à mettre en place un programme et un projet qui avait été pensé pour le peuple, mais plutôt à savoir comment se maintenir au pouvoir, vu que la seule chose qui était visée avec le peuple, c'était de dire on change tel pour changer le pouvoir. Mais ça ne suffit pas. Il faut un cadre clair, un objectif, un cap bien fixé, un programme pour y parvenir, des échelons et des jalons pour y arriver. Je vais donc repasser la parole à Coach Félix. Merci d'être revenu et vraiment, sincèrement, encore une fois de plus, toutes mes excuses d'avoir dû te descendre tout à l'heure sur le panel. C'était malheureusement pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse évoluer et pour respecter aussi notre aîné, qu'est le professeur Tim Chueng et tout le travail qu'il fait. Donc, tu as la parole, Coach Félix. Oui, bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis revenu comme c'est le plus important. Et je voulais simplement revenir sur la sortie du professeur pour rappeler ici, non seulement un aîné l'a dit avant moi, que c'est le seul homme politique qui a fait une sortie pareille, mais cette sortie a le mérite de rappeler la situation, le contexte, l'urgence et par-dessus tout la responsabilité de chaque Camerounais à contribuer à ce changement. Et il a dit à la 14e minute de son intervention que le peuple est enfin réveillé. Le peuple a pris conscience. Le peuple est prêt, plus que jamais, à reprendre son rôle, qui est bien encadré par la Constitution de notre pays. Dans son article 2, alinéa 2, le peuple est souverain. Il est allé beaucoup plus loin en demandant au peuple d'éviter de faire tout pour empêcher que ce coup d'État constitutionnel se confirme. Quant à lui, dans sa démarche, c'est dans la paix et dans les urnes, et il est sûr qu'à tout prochain rendez-vous électoral, le peuple va continuer à sanctionner le régime Biya. Mais au demeurant, il y a une possibilité pour tous les citoyens d'agir en tant que dépositaires de tout ce qui est Cameroun. Nous sommes tous détenteurs du titre foncier du Cameroun. Cela ne se discute pas. Cela ne se discute aucunement. Et c'était cet extrait que j'essayais de faire passer tout à l'heure sur la pensée du professeur, sur la sortie du professeur d'ailleurs, bien évidemment, qui montrait clairement, d'ailleurs, le professeur le mentionne très clairement et sans embâche, que je pense que je vais pouvoir la retrouver plus rapidement. Et bon, écoutez, c'est passé, c'est pas bien grave. Je pourrais la remettre plus tard. Légères sont telles qu'on aurait dû consulter le peuple camerounais par voie de référendum. Notez dans un coin de votre mémoire et de vos cœurs le mépris permanent dont vous êtes l'objet et mettez un terme au coup d'État constitutionnel permanent à l'occasion de toute élection. Donc, il invite le peuple camerounais à mettre un terme à ce coup d'État permanent qui est organisé par le régime de M. Biya. Et j'ai bien aimé l'intervention de Emma Rose, malheureusement c'est là qu'elle est descendue, où elle a parlé de la place de la pétition.
la pétition, qui a un simple, je vais pas dire simplement un rôle, mais qui peut être très utilisé dans toute démarche légale. Et toute démarche légale, bien entendu. La pétition permet également à celui qui a lancé la pétition et tout le peuple camerounais de mesurer l'engouement, l'implication, la détermination, l'engagement des Camerounais à cette démarche qui consiste à empêcher le régime de M. Biya d'aller jusqu'au bout de sa base de zone. Et c'est pour ça que je regrette que beaucoup se soient attaqués, non pas au contenu si riche de la sortie du professeur, mais ce soit limité à l'expression même de la pétition sans comprendre l'intérêt, la notion même, l'intérêt, l'urgence et la nécessité pour le professeur de lancer ici une pétition comme tout autre citoyen, bien entendu, mais il le fait ici pour que chacun comprenne que même derrière son ordinateur, même derrière son écran, même peu importe où vous vous trouvez, sur les 3 millions de Camerounais qui ont accès au réseau Internet au Cameroun, étant donné la limitation d'accès au Cameroun, s'il y a 2,5 millions qui signent la pétition, ça a un pourcentage qui est plus parlant encore. Mais cette pétition aura sa place quelque part. Mais le plus important, c'est ce que le professeur a dit durant tout son message. Parler de l'électrochoc qu'a provoqué 2025, parler du travail qui a été fait depuis 12 ans aujourd'hui, 13 ans bientôt, parler de tout ce travail, tout ce cumul, toute cette richesse, tout ce travail de sensibilisation, les convictions des uns et des autres qui sont mises à l'épreuve de temps en temps, mais aujourd'hui, qui leur permettent plus que jamais de comprendre que ce régime est un régime non seulement tortionnaire, liberticide, mais un régime qui est décidé de rester pour longtemps encore. Et c'est cette partie qui nous interpelle tous, qui doit créer un électrochoc au sein de chaque communauté, de chaque famille, à l'intérieur de chacun de nous, créer une révolte pour que chacun puisse, que ce soit une stratégie citoyenne, comme certains parlaient de népalisation il n'y a pas longtemps, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que l'espace n'est pas très approprié, mais qui pousse les Camerounais à leur action personnelle, à leur action tant dans les associations, de clairement indiquer leur rejet de cette constitution, de cette modification. Ça peut être un projet des associations, de la société civile, d'un groupe de Camerounais. Ça peut être le projet de plusieurs autres Camerounais qui sont regroupés et qui disent nous sommes contre cette constitution. Ça peut être ceux qui décident de lancer une banderole lors de l'arrivée du pape au Cameroun ou même avant. Ça peut être également des Camerounais qui décident d'organiser une marche pacifique, on va dire, parce qu'au moins les marches pacifiques sont encadrées par la loi de notre pays, et décident à travers le Cameroun de marcher pour dire non à cette constitution. N'attendons pas que tout vienne du professeur Maurice Kamto. Il a fait sa part, il continue de faire sa part. Il a proposé, il a parlé du peuple, de l'action du peuple, de la volonté du peuple. Et n'oublions pas ce qu'il a dit le 31 mai à Paris. Si on rate 2025, ça sera la faute du peuple. J'ai envie de prendre cette phrase pour dire, si on rate 2026, ça sera aussi la faute du peuple. Parce que n'attendons pas un Superman, n'attendons pas je sais pas, n'attendons pas Spider-Man ou Batman ou je sais pas qui, ou bien Donald Trump, comme certains le pensaient, qu'il va venir au Cameroun bombarder comme il a fait en Iran pour faire partie bien. Non, c'est contre-productif. Nous, le peuple camerounais, à côté du professeur Maurice Kamto, nous devons sensibiliser autour de nous, c'est sûr et certain, mais au-delà de la sensibilisation, il a parlé de l'urgence de la pensée, il y a également urgence de l'action. Une action concertée entre les Camerounais, une action de la société civile, une action des associations, une action de tout autre démembrement. Tout Camerounais qui est détenteur du titre foncier camerounais a bien conscience que ce document qui a été validé hier soir et qui pourrait être promulgué à tout moment dans un délai de 15 jours par M. Biya lui-même, lui permettant ainsi de nommer éventuellement sa fille, son fils ou toute autre personne comme vice-président, est en train d'assassiner pour les 50 ou 60 prochaines années notre histoire à tous, notre vivre ensemble, notre constitution, est en train de piétiner au pas
l'article 64, comme le professeur l'a mentionné dans sa sortie. Et tous ces éléments doivent nous interpeller, tous et chacun. Et toute action concourant à faire entendre la voix du peuple doit être soutenue. Et je parle ici d'action citoyenne, pas forcément une action du parti. C'est pour ça que le professeur a pris l'exemple ici de la pétition. La pétition est un exemple d'action citoyenne. D'action citoyenne, autant pour moi. C'est une action citoyenne. Le professeur montre l'exemple à travers la pétition. Mais c'est pas que la pétition qui peut être prise en compte ici. Ça peut être également une marche organisée. Hein. Tout Camerounais peut organiser demain ou lundi, marche publique. Marche à Yaoundé, marche en direction des Toudi, pour dire non, marche devant le Congrès, etc., etc. Et au-delà de ça, j'aimerais que les noms de tous ces 204 députés et sénateurs qui ont voté cette loi, et je rappelle qu'ils sont dans l'illégitimité, ça a été démontré précédemment par le professeur Tum Chuang, par Roland, et dans la sortie du professeur, d'ailleurs, ça a été démontré que ceux-là ont un mandat qui expire depuis 2025, qui a été prorogé, et au moment de l'élection en avril 2026, ils sont dans l'illégitimité. Ils n'ont plus la légitimité du peuple. Ce peuple qui leur a donné le mandat n'est plus le dépositaire de leur mandat actuellement. Face à toutes ces dérives, face à toute cette barbarie organisée par le chef, le roi des barbares, Monsieur Paul Biya, il est important qu'il ait une riposte à la hauteur de ce qu'il est en train de faire au peuple camerounais. Et c'est tout cela qui nous met un peu en colère. Voilà, ça met tout le monde en colère. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu dormir depuis que ces débats ont commencé à l'hémicycle et au niveau du Congrès. Et tous ces éléments, ça nous interpelle. Mais nous devons continuer de communiquer là-dessus. Nous devons continuer de partager, de relancer et de parler de ce message du professeur, mais aussi d'une volonté citoyenne des uns et des autres à entreprendre pour mobiliser le peuple entier à la contestation. Et comme l'ancien président américain, son nom m'échappe souvent, de toutes les façons, dans une société... Thomas Jefferson. Jefferson, qui le mentionnait d'ailleurs, lorsque injustice becomes the law, resistance is a duty. J'étais en train de traduire en français. Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Il est donc un devoir pour chaque Camerounais de trouver au fond de lui, que ce soit des flyers, des banderoles, toute autre forme d'expression publique libre et non violente qui permettrait de dire haut et fort, Monsieur Paul Biya, vous avez franchi la ligne rouge. Monsieur Paul Biya, vous n'allez pas laisser aux Camerounais un remplaçant non élu. Monsieur Paul Biya, vous n'allez pas désigner le futur président du Cameroun. Monsieur Paul Biya, vous n'allez pas installer à la présidence vos enfants de gré à gré, ce gré à gré longtemps préparé dans des marmites depuis 2018-2019, ce gré à gré acté d'abord en février avec la délégation permanente de pouvoir, ce gré à gré désormais formalisé et qui transforme la République du Cameroun en chefferie du Cameroun, au royaume de Paul Biya. Nous n'en voulons simplement pas. Voilà, c'était ça mon coup de gueule aujourd'hui. Et donc, désolé si au passage comme ça, peut-être une ou deux expressions aient donné l'impression à mon cher aîné, le professeur Trintian, que non, lui et moi, on ne sera jamais opposés. Donc voilà, je voulais simplement clarifier cela et dire, l'adversaire ici, c'est Monsieur Paul Biya. Il a tellement fait mal à notre peuple, tellement fait mal à nos différentes familles, tellement fait mal à notre État, tellement fait mal à l'image même du Camerounais à l'extérieur, que nous en avons tellement mal. Nous sommes à la limite colérique. Nous contenons très mal notre colère, mais nous allons continuer de sensibiliser et voilà, en espérant que le peuple comprenne que nous sommes le peuple, nous sommes les rois, nous sommes les bailleurs et M. Paul Biya n'est que le locataire. Il ne va pas inverser les rôles. Il est locataire et maintenant il est temps de le carcériser, de le faire sortir
jeter ses bagages par la fenêtre et qu'il aille loger où il veut. Mais il en a suffisamment détruit l'édifice Cameroun. On ne le reconnaît plus. Voilà, merci à tous. Merci infiniment, coach Félix. Justement, quand on évoque les parlementaires qui ont voté pour ces lois-là, j'ai envie de poser la question au professeur Tim Tweng. Le prof, s'il est encore là, le principe, le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs au Cameroun a-t-il un certain sens? Et après, on pourra donc questionner la responsabilité des parlementaires. Mais est-ce que on peut estimer un jour au Cameroun que les parlementaires ont pu ou auraient dû ou ont la possibilité, mais ne le font pas, d'invoquer la séparation des pouvoirs pour ne pas accepter toutes les lois qui sont et les propositions qui sont faites par le gouvernement comme étant simplement une chambre d'enregistrement? C'est cela qu'on dit de notre Parlement en général. Est-ce qu'on peut penser que ce principe-là peut être invoqué, mais ils ne le font pas? Bien, lorsqu'on lit la Constitution, je crois que c'est les articles 14, 15 sur les attributions du Parlement. Mais on voit très bien que le dispositif juridique qui est en place confère à notre Parlement des attributions véritablement importantes. C'est pourquoi on dit d'ailleurs que notre système est un peu semi-parlementaire, parce que justement l'Assemblée a entre autres la mission de contrôler l'action gouvernementale. Mais seulement la discipline, en fait, la majorité obèse que le parti RDPC s'est assuré depuis la déculottée de 1992 fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les députés n'ont pas le courage d'assumer véritablement les attributions que les textes leur confèrent. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'expression palpable de ce que je suis en train de dire. Et si on remonte un peu dans l'histoire, je crois que je le dis sous le contrôle de Wilfried ici, mais depuis que le Cameroun existe, on n'a jamais eu de proposition de loi. Pourtant, on sait bien que l'initiative des lois peut émaner aussi bien du gouvernement à travers les projets de loi que des parlementaires à travers les propositions de loi. Mais curieusement, aucune proposition de loi n'a jamais été examinée. Pas que les initiatives aient manqué, mais le système politique est tel que aucune initiative qui n'émane pas du gouvernement ne passe véritablement. Donc, il y a donc des attributions qui sont constitutionnelles, mais il y a des obstacles politiques, mais surtout, il y a une absence de courage des députés. Parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas, dans le cadre de notre congrès, mais je crois que Monsieur René, la sortie de René Zengele, même si cela frise un peu la comédie, mais était une interpellation des députés par rapport à leurs responsabilités historiques. Et les attributions que notre Parlement est censé exercer sont exactement les mêmes que l'on trouve par exemple dans les autres pays comme le Sénégal. Mais les députés sénégalais ont justement le courage, ou bien ils ont l'audace d'exercer véritablement leurs attributions lorsque les intérêts du peuple sont véritablement en jeu. Mais on va dépasser les ambitions personnelles du chef de l'État pour privilégier l'intérêt du peuple sénégalais. Et à plusieurs occasions, les députés sénégalais ont montré qu'ils étaient à mesure de s'élever au-delà, n'est-ce pas, des instructions ou bien des directives du parti pour privilégier véritablement l'intérêt des Sénégalais. Au-delà, même lorsque les initiatives du gouvernement étaient en fait, même lorsque la majorité était acquise au président de la République. Donc, nous, au regard des textes, les députés ont des prérogatives qui sont suffisamment fortes. Si les députés pouvaient les mettre en œuvre, je crois que on n'aurait pas besoin de mobiliser l'ensemble de la population, parce qu'un député représente l'ensemble de la nation tout entière, c'est-à-dire une fois élu, mais il doit pouvoir s'émanciper de la contrainte partisane pour se mettre au niveau de l'intérêt de la nation. C'est d'ailleurs le sens de l'article 15 qui dit que le député représente l'ensemble de la nation et que tout mandat impératif
est nul. Alors, la nullité du mandat impératif implique que, une fois investi de son mandat, le député n'est plus esclave de son parti et donc il doit privilégier l'intérêt de la collectivité nationale au-dessus des intérêts partisans. Donc, mais malheureusement, la réalité est que la dictature que nous combattons, et ça a essayé de les habituer à la corruption. Je crois que certains témoignages que nous avons eus de certains parlementaires nous révèlent que lorsqu'il y a des enjeux comme ceux que nous venons de vivre là, c'est lorsqu'il faut procéder à une réforme comme la révision constitutionnelle d'hier. Mais ce qu'on fait, connaissant les logements de chacun des députés, il y a des enveloppes qui sont mises dans votre coffre. Et on vous appelle simplement pour dire, bon, vérifiez si vous n'avez pas trouvé quelque chose dans votre chambre. Et comme les gens ne résistent pas au pouvoir de l'argent, vous comprenez, lorsque vous acceptez l'argent, mais vous compromettez. Vous n'avez plus la possibilité, justement, d'exercer la liberté que vous avez. Et du coup, c'est la force du RDPC, la corruption. Ce n'est même pas la discipline du parti en tant que, parce que, et généralement, nous avons la révélation, généralement, quand ils le font essentiellement auprès des députés du RDPC, dont ils s'assurent que, avec le vote des 2/3, les projets de réforme vont passer. Donc, les opposants qui font généralement de la résistance comme l'honorable Jean-Michel Nietzsche, non, ils ne leur font pas ses œuvres parce qu'ils savent que il a sa logique, il a son idéologie, c'est un homme de conviction, il va. Mais au niveau des gens du RDPC, ils les mettent dans un carcan tel que lorsqu'il faut débattre du projet, mais ayant déjà accepté le pactole, ils n'ont plus de liberté. Et donc, du coup, les prérogatives consacrées par les textes deviennent de simples décors et finalement, tous les desiderata du gouvernement passent finalement comme des lettres à la poste. Et c'est malheureux pour nous. Donc, voilà ce que je peux dire. Vraiment, Monsieur Fouti, je vais m'excuser tout à l'heure. Oui. Je veux rassurer le coach Félix de ce que, bon, l'incident est passé. Je crois que c'est un malentendu que l'on doit rapidement évacuer parce que, au-delà de toute chose, je crois que nous devons comprendre que nous sommes mus par une volonté de changement. Et nous qui avons travaillé sur ce terrain, n'est-ce pas, pour accompagner le candidat Chiroma, c'est parce que nous croyons, notre ambition, c'est de compliquer la vie au RDPC, quel que soit celui par lequel cette chose-là va arriver. Parce que s'il y a un nouveau Camerounais, je crois que ça déverrouille déjà. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes prisonniers, notamment de la première dame. Hein. Vraiment, quand on lit l'actualité politique du Cameroun, c'est la première dame qui fait tout ce que nous subissons là. Et je crois que le fait seulement de faire partie BIA enlève déjà, n'est-ce pas, cette boulimique là, n'est-ce pas? Et après, on pose. Et puis surtout, celui qui viendra n'a pas le temps de s'enraciner. Et donc, on a encore le temps de le secouer et de lui imposer quand même un certain nombre de choses. Voilà ce qui... Mais ce n'est pas qu'on a démissionné par rapport à l'idéologie qui nous anime dans notre engagement pour le... Et quand on parle du bon diable, vous comprenez, il y a le diable quand même dedans. Je comprends bien Wilfried, il y a le diable. Mais comme les systèmes politiques, on dit que la démocratie est le moins mauvais. Donc tous peuvent être mauvais, mais il y a quand même les moins mauvais. Bon, alors lorsqu'on mettait on sur un plateau, bon, il y a quand même quelqu'un qui nous a subjugués à un moment donné, dans les années de Brest des années 90-92, bon, et qui nous dit qu'il va se battre au prix de son sang. Bon, si au moins on peut avoir quelqu'un qui va combattre le RDPC, l'affaiblir avant que nous venions de nos coups d'assommoir, mais pourquoi pas? Donc c'est de ça qu'il est question. Ben, vraiment, je pense que les polémiques autour de la présidentielle ne nous avancent pas. Parce que je crois que nous devons travailler à faire converger vraiment les énergies pour que l'estocade qui doit renverser le RDPC soit véritablement porté à brève échéance. Et je crois que le professeur Maurice Kamto nous l'a rappelé là. Vraiment, nous avons travaillé et vraiment je vais rendre hommage à quelques personnes qui sont dans ce panel, Angèle-Bert, Roland, Wilfried, n'est-ce pas? C'est pour le travail d'éveil dans lequel on s'est lancé depuis l'avènement du MRC et qui a connu justement une accélération depuis l'élection de 2018. Ce sont les fruits de cela qui s'observent aujourd'hui. On a aujourd'hui un électorat qui devient de plus en plus lucide et qui n'a pas besoin de pain, de sardines, de morceaux de savon pour suivre une ligne qu'on lui donne. Le peuple camerounais aujourd'hui
gagne en maturité, est capable de mesurer les enjeux. Tout à l'heure, on a évoqué des thématiques, le mandat impératif. Mais mais quel Camerounais en 2018, par exemple, comprenait de quoi on parlait? La liste électorale nationale, l'article 113. Vous voyez, les résultats qui sont obtenus le jour du vote. Tout ça, ce sont des gains qui sont désormais des acquis, contre lesquels on ne peut plus rien. Et tout ça a construit donc une conscience politique plus forte qui doit être mise à profit. Et nous avons affaire à une dictature cinquantenaire. Et j'ai invoqué tout à l'heure l'exemple de la Tunisie. La Tunisie était devenue le patrimoine de la famille Ben Ali, qui se comportait exactement comme ce que nous voyons le régime bien faire aujourd'hui. Et je dis, en continuant à massifier le rapport de force, en continuant à travailler au niveau du peuple, je dis ce qui pourra peut-être déclencher ce que nous réservons de prononcer là, peut-être va tenir dans un déclic et peut-être même pas à Yaoundé, mais peut-être dans un coin lointain du pays, parce que la conscience nationale, la conscience à la citoyenneté aura été suffisamment construite, et lorsqu'on aura atteint le seuil critique, je dis tout peut arriver. L'histoire des autres peuples, l'exemple de la Tunisie qui est la plus récente, elle a pour nous Compaoré au Burkina Faso était pratiquement dans la même logique que bien. Compaoré ne se savait plus, était devenu un des Bonola, la famille Bongo au Gabon. Donc il faut continuer de croire. Et je dis, autant qu'on peut espérer une alternance sans effusion de sang, je dis, il faut continuer de rêver. Et le professeur Kanto nous y invite en mettant le cap sur les prochaines élections. Ce sont des élections locales. C'est vrai que le régional du centre, tout à l'heure, nous a dit que c'est des élections assez difficiles, mais je dis, ça se gère localement. C'est sur le terrain. Et donc, on peut y croire. Et lorsqu'on voit aujourd'hui la peur qui gagne les militants du RDPC, il n'y a pas de raison de ne pas croire que cela est possible. C'est possible, nous y croyons. Nous vous le parlons, nous vous le disons étant au Cameroun, nous sommes sur le terrain. Donc vraiment, on doit croire, on ne doit pas baisser les bras. Donc vraiment, permettez-moi de me retirer. J'ai des échéances demain à 7h30. Merci infiniment. Ce sera une autre fois, s'il vous plaît. Merci infiniment, professeur Tim Chuen. Donc, bonne soirée à nous tous et que Dieu nous garde. Merci. Bonne soirée. Et merci surtout d'être sorti sur cette note positive par rapport à Coach Félix. Ça remet tout le monde dans la sérénité. Roland a un mot à dire probablement avant le départ. Roland? Pas grand chose à dire. Je remercie simplement le prof Tim Chuen pour ses mots aimables et surtout pour son hommage. C'est pas tous les jours. Ça fait, je savais pas que c'est l'effet là que ça fait quand on reçoit un hommage en direct. C'est très plaisant, je dois l'avouer. C'est très très plaisant. Merci beaucoup, prof. Merci pour vos mots. Je peux embrayer, Foti? Alors, oui. Donc, tu peux embrayer, mais je te pose une question pour te donner la possibilité justement de réagir dessus. C'est la question de savoir quelle peut être la responsabilité historique, voire juridique, de ceux qui, en bafouant justement l'article 64 de la Constitution, qui dit qu'un amendement, une modification ne peut pas être examiné si ça contrevient à la démocratie, quel est le degré de responsabilité qu'ils peuvent avoir face à la loi, mais également face à l'histoire et au peuple camerounais? Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est d'abord une responsabilité politique et historique, certainement. C'est une trahison politique. C'est une trahison du peuple dont on tient son mandat, pour peu que c'est encore légitime d'ailleurs. Mais sur le plan juridique, c'est difficile à dire, sauf que l'infraction dont peut être coupable le président de la République dans notre pays, ça s'appelle la haute trahison. Il n'y a pas de définition claire de l'infraction de haute trahison. Il n'y a pas d'élément matériel, il n'y a pas d'élément intentionnel, il y a que l'élément légal. Donc, personne ne sait vraiment ce qu'on met dans la haute trahison. Mais si on fait un peu du droit pénal comparé, je peux vous dire que dans le contexte américain, des États-Unis d'Amérique, la simple corruption peut être assimilée, le chef de l'exécutif, le président américain peut être poursuivi pour haute trahison s'il est convaincu des faits de corruption, par exemple, ou de détournement de deniers publics.
Je cite juste ces deux infractions-là pour dire que si on devait se transposer au contexte camerounais et donner le contenu qu'on a aux États-Unis à la notion de haute trahison au Cameroun, ben c'est toute l'administration camerounaise qui serait passible de poursuite pour haute trahison, simplement parce que le sport favori au Cameroun, comme tout le monde le sait, si ce n'est pas la corruption, c'est les détournements de deniers publics ou les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on corrompt pour détourner après ou on détourne pour corrompre. Ou on corrompt avec de l'argent du détournement et on détourne avec les moyens de la corruption. Bref, c'est tellement imbriqué que finalement on ne sait même plus si c'est nécessaire de faire la différence entre la corruption et le détournement de deniers publics. Le professeur Tim Chuen tout à l'heure évoquait les mécanismes qu'on utilise justement pour fermer la bouche aux parlementaires. Comme on dit souvent, la bouche qui mange ne parle pas. Certains prennent des protubérances. Et d'ailleurs, je me félicite toujours d'en prendre moi sans être député. Comme ça, au moins, on ne me fera pas le procès si jamais j'aspirais à le devenir un jour, d'avoir pris des joues depuis que je suis devenu élu. Au moins ça, on ne me le reprochera pas. Mais on peut comprendre que justement, ce soit des positions qui permettent de prendre justement des protubérances, étant donné que c'est grassement payé. Et je ne parle pas du traitement légal auquel a droit un parlementaire qui n'est déjà pas petit. Ce n'est pas rien ce qui est prévu par la loi. Mais si on comptabilise tous les autres avantages dus et indus, notamment liés au musellement de la voix de ceux qui sont censés porter la voix du peuple souverain, on peut comprendre que justement 204 personnes n'aient pas pu comprendre que l'article 64 de la Constitution interdit de faire passer une loi constitutionnelle qui viole le principe de la souveraineté et de la démocratie, pour ne dire que ça. Donc, pour répondre directement à ta question, oui, il y aura certainement une responsabilité historique. Ce ne sera d'ailleurs pas seulement la responsabilité de ces 204 élus ou de ceux qui se sont amusés avec la souveraineté du peuple camerounais ces dernières années. Je pense que lorsqu'on fera les assises nationales de la fraternité et de la solidarité, il y aura certainement de la réconciliation, mais la réconciliation ne se fait pas sans vérité. On ne pardonne pas une faute qu'on ne connaît pas. Si quelqu'un vous dit « je m'excuse » et qui n'est pas capable de vous dire pourquoi est-ce qu'il vous demande de l'excuser, ou bien s'il n'est pas capable de vous dire ce qu'il faut excuser, c'est qu'en fait, il ne s'excuse pas. Donc, ce sera certainement une responsabilité historique. Je voulais profiter pour revenir sur 2-3 points qui me sont venus à l'esprit à la suite des échanges qui sont passés dans ce panel-là. Quand Voilà Panthère parlait du rôle de la diaspora et semblait être un peu en panne d'inspiration. Or, je fais le lien avec ce que le docteur Jambon a dit. Je suis d'accord avec lui quand il dit que les élections locales sont les plus difficiles à gagner, même dans un contexte de transparence. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais le fait que ce soit difficile à gagner ne change pas le postulat selon lequel, pour le régime, la peur de ces élections demeure. Et la capacité de fraude est beaucoup moins importante. La difficulté de gagner les élections locales n'est pas liée à la fraude électorale, contrairement à l'élection présidentielle. La difficulté de gagner les élections locales est liée à la logistique, à l'organisation matérielle de l'élection en question, c'est-à-dire à la qualité des candidats et aux moyens mis en œuvre pour faire le travail de proximité. Parce que contrairement à une élection présidentielle où vous avez un programme de gouvernance d'un candidat qui est censé le mettre en place à travers un gouvernement, une administration et tout cela, quand vous êtes candidat aux législatives, même si vous dites que vous avez un programme propre, c'est quand même très peu pertinent. Parce que vous n'allez pas pouvoir l'implémenter, votre programme propre, tout seul. Parce que vous aspirez à une élection d'assemblée. En gros, si je dis demain que je suis candidat aux élections législatives, ce serait pas pertinent de vous dire je veux être député pour aller faire ceci ou cela. Parce que c'est simplement pas pertinent. Par contre, je peux parfaitement dire je souhaite être député pour que, ensemble avec les autres membres de la coalition que nous voulons former au Parlement, que nous puissions par exemple adopter le projet de constitution que voici et que je vous présente. Ça, c'est plus pertinent. Mais la question à ce moment-là, c'est qu'il va falloir trouver 180 profils
180 profils capables d'être investis dans les différentes circonscriptions du Cameroun et inspirer suffisamment de confiance localement pour pouvoir être élus députés. Et c'est sur ce chantier-là que la diaspora est fondamentale. C'est-à-dire que la diaspora aujourd'hui a probablement cru que son rôle se limitait à de l'activisme. Et l'activisme, qui n'est pas une mauvaise chose, n'est qu'un aspect, ce n'est qu'un outil. Il y a un autre rôle qui est plus fondamental à la diaspora. C'est la structuration, c'est l'organisation. La diaspora a la capacité de s'organiser pour soutenir des actions concrètes, pertinentes. La diaspora a la possibilité, par exemple, d'accompagner les acteurs de terrain qui ne sont pas capables, tout seuls, d'investir les circonscriptions rurales. La diaspora a la capacité de venir en aide aux profs. La diaspora a la capacité de sélectionner les profils pertinents. La diaspora a la capacité de soutenir les profils pertinents pour les capacités, de sorte que sur le terrain des circonscriptions, dans les villages, partout où cela est nécessaire, que la voie du changement puisse entrer. C'est de ça qu'il est question. Et pour faire ça, il faut être structuré, il faut avoir des organisations solides, puissantes, bien organisées, qui peuvent par exemple mobiliser des ressources et les mettre à disposition le moment venu, afin que les acteurs de terrain du peuple du changement puissent effectivement accomplir leurs tâches, leur mission dans une relative quiétude. C'est pas tout. Et ça, c'est agir comme si on considère que la diaspora a seulement ce rôle éloigné là. Mais non, la diaspora a aussi un rôle en tant que corps et faisant partie du corps même de la nation. Les membres de la diaspora camerounaise ne sont pas représentés dans les institutions. C'est pas comme dans d'autres pays où vous avez par exemple un nombre de sièges de députés qui représentent les Camerounais de la diaspora et dont les élus sont justement élus dans diverses circonscriptions réparties à l'extérieur du territoire. Mais c'est aussi une raison qui fait que les Camerounais de la diaspora doivent même sélectionner des candidats qui représentent leurs intérêts, les soutenir afin de s'assurer qu'ils vont pouvoir être élus, même si ce sera des élus des circonscriptions sur place au Cameroun, mais que ce sera des gens élus qui seront capables de porter leur voix justement au sein de ces assemblées-là. Donc de ce second point de vue-là, la diaspora ne peut pas croire que son rôle se limite exclusivement à de l'activisme. Encore une fois, loin de moi l'idée de prétendre que ce n'est pas ça qu'elle doit faire ou bien ce n'est pas utile, mais je dis qu'on est rendu à une phase, je crois, humblement, beaucoup plus politique. Je pense qu'on est rendu à une phase du combat politique où les actions doivent être beaucoup plus, je le redis, politiques, beaucoup plus ciblées, beaucoup plus structurées. Il y a un troisième élément, c'est le lobbying. Une pétition comme celle qui va être lancée, une fois qu'elle sera faite, il va falloir porter la parole partout où besoin sera. Tu rappelais fort à propos les expériences de pétition que le Cameroun a déjà mis de l'avant par le passé, mais c'est sur la base de multiples pétitions justement que Ruben Oumniobe a été autorisé à prendre la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce qu'on ne peut pas envisager que des Camerounais puissent être désignés par leurs concitoyens pour aller prendre la parole au sein des assemblées où la parole peut être prise, justement pour parler de la situation du Cameroun? Je pense à l'ONU, mais je pense aussi à l'Union africaine, par exemple, où on peut effectivement, à l'occasion d'une conférence des chefs d'État ou même du Parlement de l'Union africaine à Midrand, en Afrique du Sud, chercher les voies et moyens. Je vous le dis vraiment à bâton rompu, c'est pas quelque chose qui fait l'objet d'une réflexion déjà aboutie, mais je dis, c'est des pistes sur lesquelles il faut
qu'on se penche sérieusement, et c'est à ce niveau-là que la diaspora peut être d'une utilité fondamentale, c'est-à-dire accompagner toutes les initiatives qui peuvent permettre de porter la voix du peuple du changement partout où besoin se fera, de sorte que la satrapie du tyran Biya et son régime ne soit plus un huis clos international. Voilà un pays qui connaît une guerre civile depuis 2016, et une guerre civile qui fait l'objet sur le plan international d'un vrai huis clos. On n'en parle pas. De la même manière qu'on n'a pas parlé de la guerre du Cameroun que la France a menée au Cameroun pendant la guerre d'indépendance. On a parlé de la guerre d'Algérie. Ça a fait l'objet de toutes sortes de débats, notamment en France et dans le monde. Mais en même temps se passait la guerre du Cameroun, et on n'en avait jamais parlé. On n'a même pas été au courant, en tout cas, la communauté internationale n'a même pas su qu'on avait froidement assassiné Ruben Omniobé, mais qu'on avait aussi assassiné au sein Afana dans la plaine dans la forêt de l'Ambumba Ngokyo. Je vous parle des actes graves de barbarie où on a assassiné des gens, on a décapité des gens, on a fait des choses comme ça et personne n'en a parlé. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a été, depuis ce temps-là et depuis toujours, comme envoûtée par une sorte de camerounophilie. Une camerounophilie qui fait qu'on n'aime au Cameroun que ceux qui torturent les Camerounais. On n'aime pas les Camerounais. Je termine simplement en m'étonnant aussi, peut-être, comme Wilfried tout à l'heure, parce qu'il y en a qui ont dit plusieurs fois que on espère que la venue du pape va aider à je ne sais trop quoi. Mais excusez-moi, depuis les 4 derniers papes, 3 seront venus au Cameroun. D'ailleurs, Jean-Paul II, on va dire que Jean-Paul II est venu pour lui et pour Ratzinger et pour Benoît XVI, parce qu'il est venu 2 fois. Mais la question que je me pose quand je vois tout ça, c'est que c'est seulement quoi qu'il y a au Cameroun que les Camerounais ne voient pas eux-mêmes, mais que les papes réussissent à voir au point de faire le défilé chez nous. De 2, mais je suis quand même un peu interloqué que justement, à peine arrivé aux fonctions, sur le trône de Pierre, le cardinal Prévost, Robert Francis Prévost, s'empresse de venir au Cameroun dans un contexte où il y a à peine 6 mois, il y a une élection d'un niveau de fraude indicible, avec une répression tout aussi violente. Mais il s'empresse de venir au Cameroun parler, on va me dire, au peuple de Dieu du Cameroun. Mais ce peuple de Dieu du Cameroun, là, n'a besoin que du pape. Est-ce que ce peuple de Dieu-là n'a pas aussi besoin d'un peu de liberté, d'un peu de démocratie? Laissons même la liberté et la démocratie. Est-ce que ce peuple de Dieu-là n'a pas besoin d'un peu de développement? Un peu, pas beaucoup, un peu seulement. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut lui vendre le ciel comme si la terre n'existait pas? Je paraphrase Monseigneur Ndokmo. Est-ce qu'on peut continuer de faire croire aux gens que le plus important c'est le paradis, pendant que d'autres font de la terre leur paradis sur leur dos? Est-ce que cela est sérieux? Je fais ça, c'est une sorte de coup de gueule, parce que malheureusement, pour la communauté catholique, le pape n'est pas qu'un chef religieux, c'est un chef d'État. Et donc, quand il décide de venir au Cameroun, dans un contexte d'ailleurs comme celui du week-end pascal de 2026, de tous nos malheurs, sans prendre la peine de justement prendre la parole sur ce qui se passe 1 semaine, 10 jours avant son arrivée, je trouve qu'il y a un problème qu'on ne peut pas taire sur la question. C'est-à-dire qu'il viendra au Cameroun le 15, pendant qu'il s'est passé au Cameroun entre le 2 et le 4, un énième coup d'État. Cette fois-là de nature constitutionnelle et sauvage. C'est-à-dire que il vient au Cameroun dans un contexte où celui qu'il vient visiter, son homologue, a décidé que, en plus de confisquer le suffrage universel pour se réélire, il a même décidé de choisir à la place des Camerounais celui qui prendra sa suite. C'est un peu comme si on disait au cardinal Robert Francis Prévost que désormais les règles du Vatican veulent que désormais le pape n'est plus désigné par le conclave. Que désormais c'est le pape en fonction
qui va coopter son successeur. J'aimerais vraiment savoir ce qu'il penserait d'une telle éventualité. D'ailleurs, avec lui, la communauté catholique. J'aimerais savoir c'est quoi qu'il pense d'une telle évolution si elle devait intervenir au sein de la paisible cité vaticane. Parce que il faut bien qu'on se dise les vérités. Je ne suis pas convaincu que sa visite au Cameroun soit dans l'intérêt du Cameroun. Je n'en suis pas convaincu. Je veux bien exercer, je veux bien lui accorder le bénéfice de la bonne foi, mais je suis obligé d'exercer un doute, ne serait-ce qu'un doute méthodique. Mais honnêtement, ce serait plus un doute sceptique, parce que je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt du Cameroun que tout cela se fasse. Au contraire, je pense même que c'est une démarche qui va encore une fois aider à participer, à encourager le huis clos camerounais. Ou alors cette camerounophilie qui ne profite qu'aux tyrans. C'est ça qui m'intrigue un peu. Et c'est beaucoup plus dommageable pour les consciences collectives quand ça passe par les mains. Les mains et les soutanes d'hommes dits de Dieu. Et ça, il faut qu'on fasse attention. C'était mon coup de gueule. Merci infiniment pour cet excellent coup de gueule. On souhaitera avoir des coups de gueule de ce type-là plus souvent, pour être tout à fait honnête. Donc, merci infiniment, Maître Roland Diohou. Derevo est là, il a été assez patient. Et on va l'accueillir donc avec une question de Revo. Donc, à travers la transmission de gré à gré qu'ils ont donc désormais acté du pouvoir au Cameroun, le régime de Biya installe donc définitivement ce que le professeur Moïse Kamto a appelé une monarchie républicaine déguisée sous une certaine forme de constitution ou de constitutionnalité. Est-ce que donc le Cameroun est devenu une monarchie? Allons-nous l'accepter définitivement, des Revo? The Revolutionary, 2 fois. Revo 3 fois. Est-ce que tu es là? Donc, s'il n'est pas là, je vais peut-être donc adresser la question à Wilfried Ekanga, peut-être pour le mot de fin. Est-ce que le Cameroun est devenu une monarchie et comment on en sort avec peut-être déjà en toile de fond les propositions faites par le professeur Moïse Kamto? Le micro est coupé. Je disais que ce sera effectivement ma dernière intervention au terme de cette longue soirée, plutôt riche en analyse et en rebondissement, et c'est le cas de le dire. Le Cameroun a-t-il été transformé en monarchie? Non. Parce que on ne transforme que ce qui peut être transformé, on ne transforme pas en monarchie ce qui dès le départ est une monarchie. C'est en quelque sorte la continuité de mon analyse précédente. Le Cameroun est un pays, un territoire où les gens qui y vivent n'ont pas... C'est un endroit, ce n'est pas un pays. Oui, c'est ce que c'est le petit jeu que je fais, comme j'expliquais là tout à l'heure, que c'est un morceau de terre où vivent des gens, et il s'agit de se battre pour que ce soit un pays. C'est donc un lieu, quelque part sur le globe terrestre, où les gens qui y vivent, au-delà de n'avoir jamais expérimenté l'état de droit, je dis bien jamais, même un soupçon d'état de droit, ils ne l'ont jamais expérimenté. C'est plus un soupçon de pays qu'autre chose. C'est donc un lieu où les Camerounais, ou du moins les gens qui y vivent une fois encore, n'ont pas encore vécu le plaisir, la joie, le bonheur d'avoir des gens qui émanent de leur volonté personnelle. Ce que les Camerounais ont plébiscité, ce que les Camerounais ont écouté et dont ils ont été séduits, ont été empêchés à plusieurs reprises de véhiculer leur message. Footing, toi et moi, à plusieurs reprises, on a souvent analysé les parcours de Félix Moumié, de Ruben Omniobé et de tous les résistants de l'UPC. On a évoqué, entre autres, comment, lorsque ils étaient éparpillés, Félix Moumié dans le Septentrion, Ernest Wangé à Tchan, puis à Douala, puis à Bafou, etc.,
le régime colonial français qui pensait leur faire du mal s'est rendu compte qu'au contraire, il leur rendait service parce que le message passait, parce que l'idéologie de la résistance et du Cameroun véritablement libre, en dehors des carcans français, que propageaient et qu'enseignaient les militants de l'UPC, faisait tache d'huile. Ça parlait à leurs congénères, ça les séduisait, tant et si bien qu'on a été obligé de les ramener sur place sous Roland Pré en 1954-55 pour mieux les contrôler. Donc, les Camerounais ont été privés de ceux en qui ils croyaient, de ceux qui leur portaient un message qu'ils entendaient, qui écoutaient. Ceux-là ont été ostracisés, marginalisés, muselés, diabolisés et effectivement assassinés. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est d'ailleurs chez moi, et c'est un peu douloureux de le dire, à Bachenga, que des Amadou Ahidjo, des Charles Okala, en 58, ont décidé, entre autres, de l'assassinat de la sentence de la solution finale pour monsieur Ruben Omniobe, qui refusait de se plier aux appels du pied, pour ne pas dire appels de balle d'Amadou Ahidjo. La même chose va se reproduire une vingtaine d'années plus tard avec Ernest Wangé et l'intermédiaire Monseigneur Dogmo, à qui on va proposer à plusieurs reprises de mettre entre parenthèses sa résistance et de s'agenouiller devant la France-Afrique, ce qu'il refusera avec le sort que nous connaissons. Donc, depuis les années pré-UPC aux années 2020-2026, depuis donc le milieu du XXe siècle jusqu'au début et au presque milieu du XXIe, les Camerounais vivent dans la continuité d'un pouvoir colonial qui les prive de ce que eux ils veulent voir au pouvoir. En 1992, c'était pareil. Maurice Kamto a rédigé une longue motion de soutien pour Né John Frondi, a insisté sur le fait que, chers Camerounais, adhérer à la voix de l'UPC, l'Union pour le changement, qui était un bon clin d'œil à l'UPC, Union des populations du Cameroun, pour justement dire non à cette manière de faire la politique qui répond plutôt au pain, à quelques bouteilles d'huile, à quelques sacs de riz. Les Camerounais seront surpris de constater que dans la motion de soutien d'octobre 92 de Maurice Kamto, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans les colonnes du Messager de monsieur Pius Njawé, l'exceptionnel Pius Njawé de regretter et mémoire, Maurice Kamto évoque déjà la nécessité de fuir le principe sardinien, la même chose qu'on va retrouver dans les années 2018-2020, parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le RDPC sans programme politique, quand il n'assassine pas, en tant qu'émanation de l'UNCUC et de l'Aïdjoïsme, quand il n'assassine pas, quand il ne prend pas la vie des Camerounais, il les manipule à travers justement la création artificielle du manque et la logique du pompier pyromane. On crée un manque qu'on vient combler ensuite et on s'érige en sauveur. Donc, les méthodes ont toujours été celles-là. Et à chaque fois, les Camerounais ont été privés de leur choix par manipulation électorale, par manipulation politique, par manipulation alimentaire ou tout simplement par assassinat. Donc, en 92, on a le même cas de figure qui s'est présenté dans les années 50, dans les années 70, voilà, on a le même cas de figure. On est dans une perspective électorale d'envergure. Ce n'est plus simplement le militantisme séducteur de Ruben Omniobe et des militants de l'UPC. C'est maintenant un vrai contexte de suffrage universel. Évidemment, la victoire de Né John Frondi, la terre entière le sait, le RDPC le sait. La victoire de Né John Frondi est confisquée par Paul Biya, qui se maintient au pouvoir au forcing, justement en tribalisant d'ailleurs le contexte politique et en disant à certains de nos concitoyens, notamment ceux de la partie occidentale du pays, dans la région de l'Ouest, vous n'êtes pas fait pour la politique. Si vous ne voulez pas qu'on détruise vos concessions industrielles et vos activités diverses, vous devez soit vous ranger du côté du régime, soit la fermer ad vitam aeternam. Donc, à chaque fois, le Cameroun a été privé justement de l'émanation de l'expression populaire. Et comme c'est un régime france-africain, la continuité du france-africanisme, il faut réaliser que c'est la métropole française qui a parrainé justement ce régime-là, qui n'a que changé d'individu, mais qui n'a pas changé de système du tout. Parce que quand vous lisez les travaux de François Xavier Verschave,
qui est en quelque sorte le coordonnateur de l'association Survie, vous trouvez mention du fait que l'ancien patron d'une entreprise très connue, puisque c'est elle qui sponsorise la Coupe d'Afrique des Nations, Total Energy, qui se faisait appeler ELF dans les années 90, avant les multiples acquisitions et fusions des années 2000, le patron de Total, le patron de ELF de l'époque, monsieur Loïc Le Floch-Prigent, a reconnu de manière totalement ouverte dans une interview en 96, vous pouvez trouver, c'est des archives écrites, bon c'est pas mon imagination, que oui, nous, la France, on a justement décidé d'intervenir en 92 pour maintenir Paul Biya au pouvoir et museler la contestation anglophone. On a apporté un soutien logistique, un soutien militaire, une aide de 50 millions de francs, les francs français de l'époque, pour soutenir Paul Biya. Donc, effectivement, de la même manière que Georges Pompidou, en janvier 71, avait ordonné à Amado Aidjo d'assassiner Ernest Wangé s'il ne se pliait pas à ses exigences, de la même manière que Jacques Foccart était donc venu transmettre l'ordre à Aidjo en disant il y a rien à faire, on va gérer le calme de Monseigneur Ndogmo, on va trouver une porte de sortie pour lui éventuellement hors du pays, mais Wangé, lui, il sera pris par les canons. De la même manière, la France est venue en 92 protéger Paul Biya, dont le Cameroun n'est pas devenu une monarchie. Les enfants de la France-Afrique ont toujours été ceux qui tiennent le pouvoir au Cameroun. Et comme la manipulation est l'apanage des démons, évidemment, pour mieux se protéger, ils nous ont accusés. Tu sais, tu as beaucoup travaillé sur Malcolm X. Que nous dit Malik Al-Shabazz? Il nous dit ceux qui pratiquent l'esclavage, ceux qui pratiquent l'ostracisme, ceux qui pratiquent la marginalisation des Noirs aux États-Unis nous accusent, en fait, nous les Noirs, nous les victimes, de ce dont ils sont coupables. Ce sont des criminels. Monsieur Malcolm X n'avait même pas fini de parler, puisque c'était le 16 février 1965 qu'il s'est fait assassiner 5 jours plus tard, le 21 février 65, et dont le RDPC procède à la même logique, parce que tout ce qui est perfide, qui est cynique, évidemment, le RDPC l'applique à la lettre. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas une seule case que ces gens n'ont pas coché en termes d'inhumanisme, en termes de barbarie, en termes de sauvagerie politique. Et évidemment, en pratiquant le tribalisme, ils ont accusé Camto de tribalisme. En pratiquant l'homosexualité, on le voit avec le fils de Paul Biya, je parle évidemment de Brenda Anastasi, qui viole au vu et au su de tout le monde l'article 347 du Code pénal, en réclamant même d'ailleurs qu'on lui fournisse de la livraison humaine en plein Yaoundé. Évidemment, ils ont été aussi les premiers à accuser Maurice Kamto de ce qu'il pratique. Donc, la monarchie, la continuité de la dynastie france-africaine, de la monarchie française, de l'école ojolatistes ne souffre de rien. Le Cameroun ne devient donc pas ce qu'il a toujours été, et on l'a donc vu, dernier épisode en 2025-2026, où on s'est arrangé à éliminer l'opposant à Paul Biya, parce que, mis à part Maurice Kamto, je suis désolé pour les uns et les autres, il n'y a personne qui prive Paul Biya de sommeil. L'adversaire est éliminé pour 2025, c'était Maurice Kamto. Tout le reste relevait d'un scénario écrit justement par les concernés pour que le peuple se dise que, ah oui, quand même, il y a espoir. C'est la meilleure manière d'annihiler toute velléité de contestation, de protestation, c'est de créer l'espoir. C'est comme le pasteur qui vous dit, rassurez-vous, il y a une vie dans l'au-delà. En attendant, donnez-moi, versez la dîme et les cotisations pour l'église. C'est-à-dire, lui, il n'attend pas le nirvana dans l'au-delà pour être heureux. Il vous demande ça immédiatement, mais il vous demande d'attendre après. Il écrit donc son scénario, il vous embobine dedans, et évidemment, dans l'attente perpétuelle, vous devenez inerte, inactif et absolument figé. C'est exactement ce qui s'est passé en 2026. En 2025, où on a privé les Camerounais du leader que eux avaient prévu de suivre, et on leur a donné celui ou ceux qu'ils n'ont pas demandé. La logique qui fonctionne dans les années 50 est exactement la logique qui fonctionne dans les années 2020. Ça ne souffre de rien. Que doit donc faire le peuple face à tout ça? Évidemment, constater. Je ne fais que dire depuis le début que le préalable à la résolution d'un problème, c'est la constatation de la nature exacte de ce problème. Si vous faites un mauvais diagnostic, vous n'allez pas poser les bons traitements. Si quelqu'un vient avec un mal de dents et que vous opérez son genou, il sort de là.
avec un genou ouvert pour rien et qui peut générer des complications, et avec le mal de dents qui continue, dont le diagnostic doit être parfait pour que la solution soit parfaite. Les Camerounais doivent donc d'abord constater que ils ne sont pas devenus une monarchie, ils ont toujours été une monarchie. Ils ne sont pas des citoyens dans un pays, ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas de droit, ils sont des laissés pour compte, ils sont carrément les damnés de la terre dans un contexte où une petite clique se sucre sur leur dos et s'érige en super citoyens qui ont tous les droits, y compris celui de violer la loi, pendant que eux sont en prison et sont assassinés pour avoir appliqué la loi. Je ne dis pas pour avoir violé les mêmes lois, non, pour avoir appliqué la loi. Parfois on se retrouve en prison au Cameroun, incarcéré par celui qui a violé la loi. Donc voilà le contexte camerounais, on n'est pas dans un pays. La première chose donc que le peuple doit faire, c'est être un peuple. Ça c'est la condition sine qua non. Il faut être un peuple. Si on est simplement une foule, si on est seulement une populace, une plèbe, la quantité ne suffira pas. Il ne faut qu'une quantité d'individus, il faut une quantité de conscience. Dès que la masse a compris la situation dans laquelle elle se trouve, évidemment, elle a plus de probabilité de faire bouger les lignes que si c'est un seul individu. Et c'est pour ça, comme j'ai dit, il faut faire feu de tout bois. Il y a le cardinal Francis Prévost qui arrive. Les Camerounais doivent profiter pour lui poser la question. Je pense que monsieur Ludovic Lado avait d'ailleurs commencé cette initiative où il a incité Léon XIV à ne pas venir au Cameroun parce qu'il ne comprend pas. Que vient faire Dieu chez les démons? Si tant est que c'est de Dieu qu'il s'agit. Est-ce que c'est Jésus qui vient donc pour sauver les pécheurs? Mais si Jésus vient sauver les pécheurs, il doit leur dire les termes. Quand Jésus vient sauver les pécheurs, il dit va et ne pêche plus. Il dit je sais tes péchés, voici ce que tu as fait. Il ne dit pas tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'est pas hypocrite. Sinon, ce n'est pas Jésus, on est dans le charlatanisme. Et donc, le pape Léon XIV arrivant au Cameroun, les Camerounais sont invités dans la mesure du possible, d'une manière ou d'une autre, à lui demander, à exiger de lui qu'il dise à Paul Biya que la manière dont le Cameroun est dirigé, c'est exactement comme ça que Belzéboul lui-même dirigerait le Cameroun s'il était à la tête de l'État. Il laisserait les bébés mourir par manque de couveuse, il volerait les bébés comme ceux de Vanessa Tchatcho, il interdirait les manifestations, il incarcerait les gens en prison, les priverait d'aller voir leur épouse décédée, je pense à Pascal Zamboué, il mettrait des gens en prison pour rien, comme Olivier Biboun-Issac, qui n'a mais absolument rien fait de mal, pendant qu'il protégerait des criminels coupables de délits financiers, coupables d'assassinats et de forfaits divers. Donc, que monsieur le cardinal Francis Prévost dise à Paul Biya, je suis venu pour régler un problème, pas pour te dire que tu fais bien, mais pour te dire que si j'étais Satan, je dirigerais le Cameroun exactement comme toi. Nous, ici, en diaspora, on va le faire d'une manière ou d'une autre sur le plan communicationnel, que ceux qui sont au Cameroun trouvent le moyen, ils ont l'avantage de la présence physique d'emboîter le pas. Peut-être que pour le temps où Dieu est au Cameroun, la frénésie, l'amour du sang, je pense, tu as parlé d'hémophilie, Roland. Je vais utiliser hémophilie, mais dans un autre contexte, c'est-à-dire l'amour du sang. C'est-à-dire, j'espère que l'hémophilie des Camerounais des dirigeants camerounais va diminuer, ou du moins s'atténuer pour cette période-là, et que les Camerounais pourront justement s'engouffrer sur la brèche pour mettre le pape devant ses responsabilités. Et en parallèle, évidemment, nous allons signer la pétition de Maurice Kamto. Pas parce que c'est la pétition qui va créer le miracle, non. Nous, on ne croit pas au miracle. Il y a des individus qui nous ont incités à croire au miracle dès l'instant où quelqu'un me dit en politique de croire en un miracle, je le jette à la poubelle, sans autre forme de procès. Nous allons partir du principe que, comme Emma Rose l'a dit, la pétition, c'est une parmi tant d'autres, une unité de mesure parmi tant d'autres de l'engagement populaire. La ville morte, évidemment, on peut se dire que tout le monde a respecté la ville morte et tout le monde est resté à la maison, mais peut-être que 99% des gens qui sont restés à la maison sont restés à la maison parce que chacun pense individuellement que 99% des gens respectent. Et chacun a donc peur individuellement d'être le seul qui ne respecte pas. C'est une fausse unité de mesure, ou du moins, elle contient beaucoup de faiblesses, surtout dans le contexte actuel. La pétition, par contre, est un engagement auquel on peut renoncer, mais auquel on s'engage en allant soi-même justement vers le document électronique à signer. Et aussi, elle présente l'avantage de ne pas mettre en danger la vie, de ne pas mettre en danger l'intégrité physique, tout en ayant une force communicationnelle quantitative similaire à ce que peut générer la quantité observable dans les rues.
Et last but not least, elle peut être le tremplin pour une réelle mobilisation sur le terrain. Et quand la pétition émane d'un individu crédible, parce qu'il faut pas penser que n'importe qui peut se lever et amorcer comme ça une action collective, et ça a le même poids que si c'est quelqu'un qui a justement brillé par sa crédibilité qu'il le fait. Il y a certaines mauvaises habitudes qui consistent à faire des comparaisons sans queue ni tête. Or, on sait très bien que si toi, Footing, tu dis, tu lances un appel de fonds où les gens doivent cotiser, il y aura pas autant de volontaires que si c'est Atanganji qui dit qu'il lance un appel de fonds. Je pense qu'en ce qui le concerne, escroc jusqu'à la moelle des os, la motivation sera un peu plus faible que chez toi. Donc, il y a aussi le crédit, il y a aussi la qualité, il y a aussi la vertu de celui qui initie une action qui permet d'embellir l'action en elle-même. Donc, de diverses manières pour mettre fin à la monarchie camerounaise, qui a toujours été, depuis que le Cameroun est Cameroun, il faut que les Camerounais soient un peuple. Tôt ou tard, peut-être, en dehors des actions et des initiatives du MRC, les Camerounais se rendront même peut-être compte que ils n'ont pas besoin du MRC pour renverser Paul Biya, ou du moins, ils n'ont plus besoin du MRC puisque le MRC leur a tout enseigné. L'état de droit, tous les principes, la nécessité d'un programme politique, la projection d'avenir, et qu'à partir de là, ils constateront qu'ils sont privés de tout ça et décideront d'eux-mêmes, comme en Tunisie, comme en Égypte, comme au Burkina Faso, comme au Népal, comme à Madagascar et comme partout où le peuple a décidé d'être un peuple, comme au Sénégal en l'occurrence, et décideront de réclamer justement par la mobilisation citoyenne ce que Paul Biya ne leur a pas donné. Et le MRC, évidemment, la meilleure chose que le MRC pourra rendre à ce peuple qui aura donc nettoyé l'espace, c'est de mener une campagne politique réelle dans le cadre d'organisation électorale réelle et d'accéder à la magistrature suprême pour appliquer ce magnifique programme que nous avons défendu et qui a d'ailleurs été réajusté mais pas publié ces dernières années. Voilà ces derniers mois. Voilà le chantier qui nous attend grosso modo. Il y va donc de la constatation du problème à l'élaboration des mesures appropriées dans l'optique de ce problème-là, tout en gardant l'ouverture au peuple camerounais d'être précisément un peuple. Car le MRC n'étant pas une chapelle religieuse, le MRC n'a jamais prétendu être le Messie qui va apporter la panacée absolue. Le MRC dit, on pose les jalons, si vous les avez compris, vous en faites ce que de droit, et le résultat sera le même que si c'était nous qui y étions arrivés. Nous maintenant, si un jour cela est rendu possible, une fois à la tête du pays, la responsabilité que le MRC aura, c'est d'appliquer ligne par ligne les principes, les annonces et les projections qui sont écrites dans notre gigantesque programme de 88 pages. Voilà, cher Footing, ma réponse à ta question. Et j'aurais pu conclure en disant Habemus Papam, mais comme nous attendons le pape et que nous ne souhaitons pas véritablement qu'il vienne pour bénir la forfaiture du régime, je dirais simplement Amen, Amen, Amen. Et un mot de la fin, Maître Roland Diourou, ou Roland, si tu veux bien. C'est toi qui aimes les problèmes. Tout à l'heure, tu m'as sorti les gros yeux parce que j'étais appelé Paul-Henri. C'est juste que moi, j'ai pas les gros yeux, sinon. Mais vous avez tous relancé ça. C'était toi, Gilbert. Sur le même coup. Je crois, au moins 3 personnes comme ça d'affilée. J'ai dit, mais à un moment donné. Les gars, s'ils se prennent même pour qui? Permettez-moi quand même un peu de garder un peu de mon authenticité. Comme disait Mobutu. Principe auquel il ne croyait pas. Mais on te laisse donner ton mot de la fin. Merci encore infiniment, pardon, avant que tu ne le fasses. Merci vraiment infiniment à vous d'avoir été là. Nous sommes jusqu'à 444 encore actuellement, à presque 3 heures du matin, sans compter ceux qui nous ont suivis depuis le début à la fenêtre. On sait qu'ils sont très nombreux, plus nombreux que ceux qui sont ici à l'intérieur et qui vont décrypter tout ce que nous avons dit demain. Mais heureusement, nous avons fait ce que le MRC sait faire le mieux. Rester concentré sur les enjeux essentiels pour le peuple camerounais. Distiller de la qualité, distiller de la connaissance, distiller surtout des solutions et des propositions concrètes pour mener les luttes. Et d'ailleurs, on parlait des pétitions, je vais vous donner la référence.
des pétitions pour l'ONU en 1955. Le 22 décembre, c'est la référence. Si vous allez dans Digital Library de l'Organisation des Nations Unies, vous tapez la référence T-C.2-L.197. Je répète, T-C.2-L.197. Vous tombez sur les plus de 1500 pétitions envoyées par les Camerounais avant 1955, ce qui donne justement la possibilité, comme l'a rappelé Maître Roland Diou, à Ruben Oumyobé d'être entendu auprès des Nations Unies sur la situation du Cameroun. Et c'est ce qui va déboucher, au final, après les multiples passages, les siens comme les passages de ses successeurs, ce qui va déboucher sur la décision des Nations Unies de fixer la date de la fin de la période de tutelle qui avait été accordée à la France. C'est important. Donc, les pétitions ont une importance. Et merci donc à ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui sont là, qui ont tapoté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés aux différentes pages, celle de Maître Roland Diou ou celle de Wilfried ou la mienne, abonnez-vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir nous suivre et suivre de la qualité. Merci infiniment, Maître. C'est à toi de terminer. Je remercie à mon tour on a tutoyé les 600 personnes au cours de ce direct. Donc je remercie les 425 qui sont encore là à cette heure-ci. Je pense humblement que nous avons essayé du mieux que nous avons pu d'apporter quelques éclairages à quelques questions qu'ils pouvaient se poser, mais je sais également qu'il en reste beaucoup d'autres qui n'ont pas pu être abordées. Tout ce que je peux dire à ce propos, c'est que chaque fois que cela sera possible, on donnera de notre temps pour accompagner le peuple camerounais dans le chemin de sa libération. Je termine en te disant merci, Fauting, Paul-Henri, parce que... Incorrigible. Je vais pas manquer de... Alors, sur ce point-là, je sais qu'on est vers la fin, mais je vais te dire, je pense que le fait de ne pas utiliser son prénom occidental, c'est une affirmation d'identité très, très pertinente. Mais en tant qu'Africain aussi, je pense qu'anthropologiquement, il faut garder à l'esprit que nommer son enfant est une compétence exclusive du parent. On peut estimer qu'il s'est trompé en donnant un nom qu'on n'aime pas. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ça reste sa compétence à lui de te nommer. Parce que même si c'est un prénom occidental, ça charge quelque chose pour lui. Donc ça reste ton nom. Tu vois ce que je veux dire? Le PH que tu peux constater à côté de Fauting. Je sais, je te connais assez bien. Je sais que ce n'est pas le cas pour toi. Donc, quand moi je t'appelle Paul-Henri, ce n'est pas nier ton affirmation identitaire. C'est aussi la reconnaître justement parce que en tant qu'Africain, on n'est pas des racistes non plus. On n'est pas des racistes non plus. Et le monde est fait d'hybridité. Faut aussi pouvoir le reconnaître. Et ça participe de notre héritage, tout ça. C'est précisément parce que c'est un héritage qu'on peut l'enseigner en le critiquant. Donc, je n'ai aucune difficulté, alors que je suis Kamit, de me faire appeler Roland. Je n'ai aucune difficulté à t'appeler Paul-Henri par ton prénom. Mais cela ne change pas le fond de ma pensée qui est que si je dois nommer moi-même, j'aurais une préférence pour des prénoms qui sont plus proches de mon ressort culturel parce que ça, c'est de ma compétence. L'autre qui concerne le nom que je porte n'est pas de ma compétence. Évidemment, comme toi, je peux avoir des préférences, mais c'est juste des préférences. Moi, ma préférence, par exemple, c'est mon Ndap. Chez nous, dans le Ndé et dans le Onkam, il y a un nom clanique qui est la matrice de l'identité qu'on appelle le Ndap. Et en général, celui des garçons provient de leur mère. Et le mien, c'est Ndintia. Si tu regardes ma page Facebook, tu vas voir que c'est comme ça que je m'identifie. Les gens croient que c'est un fake name. Non, c'est mon nom tel que ça se prononce dans ma langue. Ceux qui savent lire la langue lisent cela exactement comme c'est écrit et ils savent que c'est moi. C'est mon nom. Voilà. Donc, je termine sur cette note pour te remercier de toute
de tout ce travail que tu fais, ce travail exceptionnel. Tu mets à profit ta très large palette, t'as ton immense culture, parce que tu fais comme si tu posais seulement les questions, mais en fait, tu es largement au-dessus des réponses que tu obtiens, je le sais. Et donc, tu mets ça à profit pour que les 600 personnes qui ont participé à ce live puissent tirer le meilleur de chacun des invités que tu as bien voulu convier à ce panel, et je t'en remercie. Je me félicite de ce que l'Académie pourra elle aussi profiter de ce talent, de ce dynamisme et de cet engagement pour aller au-delà de nos frontières et toucher tous nos cadres, tous nos camarades et nos sympathisants qui sont aussi dans la diaspora. Merci pour ça et merci pour ce live. Bonne soirée à tous et à très vite. Merci infiniment. Merci à toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est vraiment un honneur et un privilège, en tout cas pour moi, de participer à ce moment où notre nation traverse certes des périodes très complexes de sa vie politique, mais en même temps a des hommes de génie pour pouvoir éclairer le chemin, à la tête desquels le professeur Maurice Kamto met toute une équipe derrière avec des brillants hommes taillés justement et moulés pour pouvoir assumer avec toute la pertinence, avec la perspicacité, avec l'efficacité, avec l'efficience, avec la science qui est nécessaire pour conduire une nation vers son émancipation et son développement. Et je suis certain que nous allons y arriver, en tout cas que nous laissons notre empreinte dans le paysage politique camerounais. Merci infiniment encore à tous d'avoir été là. Et naturellement, celui qui nous guide, c'est le professeur Maurice Kamto. Et il disait dans son propos ce soir, le pouvoir croit s'être enraciné et croit s'éterniser au pouvoir. Il faut, peuple camerounais,